Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur donc la chaîne du PRCF. Aujourd'hui, on va se lancer dans une nouvelle configuration pour cette nouvelle année, si je puis dire, en tout cas scolaire. Et on va se lancer donc dans des entretiens réguliers, une fois par mois, avec différents intervenants. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir François Boulot, avocat et gilet jaune, qui est également auteur, hein, puisqu'il a notamment écrit récemment Reprendre le pouvoir aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour à toi François. Bonjour. Et également avec Fadi Kassem, le secrétaire national du PRCF. Donc on va se retrouver. Bonjour Fadi, excuse-moi. Pas de problème, bonjour à tout le monde. Salut François. Bonjour Fadi. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va essayer de tourner autour de 3-4 questions sur l'actualité générale et que vous en débattiez ensemble. La première question que j'ai envie de vous poser, compte tenu de la situation politique du pays que l'on vit en ce moment, au final, avec ce gouvernement Barnier, qui, eh bien, ma foi, tient parce qu'il y a un soutien explicite, à tout le moins un soutien implicite avec le Rassemblement national de Le Pen, au final, est-ce que le macronisme et le pénisme ne sont pas les deux faces d'une même pièce? Qu'est-ce que tu en penses de ça, François? J'avoue que je suis pas surpris vu les évolutions récentes qu'il y a pu avoir ces derniers mois, ces dernières années. Mais là, je voudrais commencer par rendre hommage à Emmanuel Todd parce que dès 2017 ou 2018, mais je crois même que déjà en 2017, il avait, lors d'interventions publiques, euh, bah, produit le concept de macro-le-pénisme et il avait expliqué déjà que en fait, le macronisme et le pénisme étaient vraisemblablement les deux faces d'une même pièce. Voilà, et force est de constater que effectivement, 7 ans plus tard, c'est devenu une réalité officielle. Parce que certes, le soutien du RN est implicite, mais enfin, le soutien, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement Barnier, il n'existe et ne tient que parce que le RN a accepté, en tout cas pour le moment, de ne pas le censurer. Et du coup, pour moi, c'est quand même quelque chose de, je dirais, qui signe un peu le fait qu'on est rentré dans une crise de régime et que la situation, à mon avis, elle va pas pouvoir durer pendant des années et des années comme ça. Parce que, en fait, si on reprend l'histoire longue, la Cinquième République, pendant des décennies, elle a été construite autour d'une opposition entre les deux grands partis politiques de gouvernement, le Parti socialiste à gauche entre guillemets, et les Républicains, avant ça UMP, avant ça RPR. Bon, il se trouve que ces deux forces ont fusionné l'une et l'autre dans le macronisme en 2017. Pourquoi elles l'ont fait? Parce qu'elles s'étaient déjà tellement affaiblies qu'elles n'avaient pas d'autre moyen pour se maintenir au pouvoir qu'effectivement de se rassembler. Et c'est Emmanuel Macron qui a incarné ce rassemblement. Problème, Emmanuel Macron, sa politique est un échec. Certes, il a été réélu en 2022. Enfin bon, il avait été élu par effraction en 2017. En 2022, c'est encore pire. Parce que, preuve en est, il n'a pas obtenu de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc c'est bien quand même qu'il a simplement réussi à être élu sur l'idée du barrage à l'extrême droite. Et on a vu quand même qu'au deuxième tour, l'avance qu'il avait, qui était très grande en 2017, elle a fondu quand même en grande partie en 2022. Donc on a un soutien extrêmement faible d'Emmanuel Macron dans le pays. Et du coup, là, depuis la dissolution, donc 2 ans après la réaction de Macron, il dissout et on se retrouve maintenant donc avec un gouvernement où il y a donc une alliance objective entre ce qu'on appelle le bloc central, mais ce que j'appellerais plutôt l'extrême centre. À mon avis, c'est plus judicieux hein, parce qu'on a affaire à des extrémistes. Et donc l'extrême droite. C'est-à-dire que le dernier clivage politique qui nous était présenté dans les discours médiatiques. Je veux dire, ce qui a opposé, enfin, ce qui a clivé dans le champ politique français depuis des décennies. Je repense notamment au séisme hein, de 2002, quand Jean-Marie Le Pen était arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'était l'opposition entre le camp des Républicains, les partis de gouvernement, et le Rassemblement national. Aujourd'hui,
ces deux forces politiques sont main dans la main pour gouverner. Et donc, on peut y voir, je dirais, à mon avis, un signe extrêmement fort de ce que ce régime-là va pas durer encore des années et des années, parce que quand vous avez plus dans une démocratie de conflictualité, de contradiction, ça pose un problème. C'est-à-dire que dans la démocratie, en principe, les électeurs votent et on leur propose différentes forces politiques, différentes alternatives, différentes options, et ils choisissent. Bon, là, si en fait quoi qu'ils votent, c'est toujours pareil, ça va quand même commencer à poser un problème. Alors ce qu'il faut voir après, c'est pourquoi ce clivage en fait, il était artificiel et en tout cas, il existe quasiment plus. Ce clivage entre extrême centre et extrême droite, c'est que en fait, si on s'en tient aux représentations, je dirais, habituelles qu'on fait dans les médias et qui, du coup, est celle que l'électeur lambda, en fait, perçoit. Bon, il se dit, en gros, que le bloc central, le macronisme, bon, c'est la force politique qu'on connaît, où on nous explique qu'il faut être ouvert sur le monde, qu'il faut être pour le progrès, qu'il faut faire une politique de l'offre, etc. Bon, on connaît tout ça. Et puis l'extrême droite, on se représente ça comme la force conservatrice, anti-immigration, repliée sur elle-même. Bon. Et effectivement, on voit que ces discours sont assez efficaces parce que il y a une traduction dans les électorats. C'est-à-dire que l'électorat macroniste, c'est plutôt un électorat aisé, un électorat âgé, un électorat diplômé, là où l'électorat du Rassemblement national, c'est plutôt des gens peu diplômés et plutôt des gens qui se disent qui souffrent de la mondialisation, qui sont soit dans des situations économiques assez compliquées, ou en tout cas qui angoissent à l'idée d'être déclassés, de vivre ce déclassement-là. Euh, et donc, toutes ces représentations-là, ce sont celles qui sont faites dans les médias. Mais en fait, si on regarde le fond des idéologies politiques, des programmes politiques, on voit que depuis quelques années, ces deux forces politiques se sont considérablement rapprochées. C'est-à-dire que le Rassemblement national sur les questions économiques, eh bien, il s'est recentré, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a abandonné toute logique de rupture avec l'Union européenne, avec l'euro, avec le libre-échange. Il a, lors des élections législatives, abandonné toute une série de mesures qui se voulaient sociales. C'est-à-dire, il voulait notamment supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, il voulait supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, il voulait soi-disant sortir du marché européen de l'électricité. Bon, toutes ces mesures, elles ont été abandonnées par le Rassemblement national. Ça veut dire qu'il est devenu, au même titre que le macronisme, une force politique qui est inégalitaire sur le plan économique, comme Macron. Bon. Et d'un autre côté, on a le macronisme qui, au cours des dernières années, lui, s'est radicalisé sur les questions, on dirait, culturelles, sociétales, et en particulier sur son rapport à l'islam. Je rappelle, qui a fait interdire l'abaya dans les écoles, qui a voulu désigner le CNRS pour une mission pour étudier l'islamo-gauchisme dans les universités, qui a multiplié les lois immigration, la loi sur le séparatisme euh, en France, etc., etc. Bon, on voit bien que le macronisme, lui, s'est radicalisé et s'est dirigé vers la droite. Si bien qu'aujourd'hui, c'est quoi la différence objective entre le Rassemblement national et le macronisme? Bah, il reste peut-être que le Rassemblement national, autant dans ses discours sur l'immigration que la représentation que les électeurs s'en font, oui, il est vraiment vu comme le parti qui va lutter contre l'immigration. Et puis bon, en gros, hein, c'est le parti qui est contre les Arabes, hein. Et puis d'ailleurs, on fait pas forcément trop la différence entre est-ce qu'on parle des Arabes de nationalité française ou est-ce qu'on parle des Maghrébins qui seraient de nationalité étrangère mais qui viendraient en France. Bon. Voilà en fait la seule différence à mon avis qui reste. Alors je dis pas qu'elle est anecdotique, hein. Évidemment qu'elle produit ses effets, on l'a vu dans l'entre-deux tours des législatives. Un Rassemblement national qui était très fort eh bien, a libéré tout un tas de pulsions racistes. Je veux dire, on a une multiplication de faits divers avec une parole raciste qui s'est libérée, des actes racistes, des actes violents. Il y a eu des agressions qui ont été commises. Donc en ça, le Rassemblement national, on pourrait dire qu'il est dangereux parce qu'il libérerait ces pulsions racistes. Et puis, on pourrait aussi craindre que, euh, certes, la police a été extrêmement violente sous le pouvoir macroniste. Je suis évidemment bien placé pour en parler en tant que gilet jaune, puisque je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai subi. Et des amis à moi l'ont subi, évidemment. Je pense en particulier à Jérôme Rodriguez.
Donc, je veux dire, je pèse mes mots, quoi. Quand je dis ça, je parle en connaissance de cause. Mais je pense qu'avec une Marine Le Pen qui serait au pouvoir, qui serait aux affaires, la police serait encore plus brutale. Parce que si elle a pu être brutale avec Macron au pouvoir, mais qu'est-ce que ce sera quand ce sera, entre guillemets, leur chouchou qui sera au pouvoir? Je pense que parmi les policiers qui sont des brutes, et donc je ne dis pas que tous les policiers se comportent comme des brutes, je dis que ceux qui se comportent comme des brutes, à mon avis, se sentiraient pousser des ailes dans le dos, auraient un sentiment d'impunité, mais alors là, absolument total, et ce serait un carnage absolu dans les manifestations. Donc, il faut, à mon avis, euh, il faut pas prendre à la légère le risque de la menace du Rassemblement national. Après, bon, je vais conclure là pour l'instant sur la question, mais euh, je dirais que face à ça, la seule manière l'objectif doit être de convaincre l'électorat du Rassemblement national, une partie, un maximum d'entre eux, de se détourner du Rassemblement national. Et pour ça, ça va pas fonctionner de leur dire vous êtes des méchants, vous êtes des racistes, vous êtes des fachos, voilà, vous n'êtes pas des gentilles personnes. Voilà. Ça va pas fonctionner, c'est sûr. Je veux dire, il y a des explications. Je dis pas que je suis pas en train de justifier leur vote. Je dis pas qu'il faille aller les séduire et les caresser dans le sens du poil et leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut s'autoriser à leur parler pour aller les convaincre que Marine Le Pen est en train de les tromper, que Marine Le Pen ne représente pas leurs intérêts, que Marine Le Pen, je veux dire que l'adversaire c'est la bourgeoisie, c'est le grand capital, et Marine Le Pen n'a absolument aucune intention de s'attaquer au grand capital, et donc ces gens-là ne verront pas leur situation et leur vie, leurs conditions de vie s'améliorer avec Marine Le Pen. Et donc ça, c'est un travail de conviction, de persuasion, de démonstration qu'il faut faire auprès de l'électorat du Rassemblement national. Et donc, il faut surtout pas les mépriser et voilà, les ostraciser, les disqualifier, comme le fait une certaine gauche trop souvent. Euh, et ça, j'avoue que je le déplore parce que si on emploie cette stratégie-là, on se condamne à la défaite électorale, je veux dire, de manière absolument certaine. Merci beaucoup, François. Je me tourne maintenant vers Fadi. Alors, pour toi, Fadi, Macron-Le Pen, de face d'une même pièce? Oui, et d'ailleurs, alors François signalait à raison que Emmanuel Todd en 2017 parlait déjà du macrono-le-pénisme. Le PRCF aussi d'ailleurs, parce que ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire que c'est un faux duel et un vrai duo. Les deux faces d'une même pièce, une même pièce pour laquelle il faut accoler des adjectifs, ce que d'ailleurs François a déjà fait en partie, hein, puisque effectivement il parlait de la violence fascisante. La même pièce atlantiste, on y reviendra, hein, puisque les deux sont bien sûr pour le maintien au sein de l'OTAN. La même pièce européiste, puisque les deux veulent rester dans l'euro et dans l'UE, nous allons y revenir. Et puis d'ailleurs, ça rejoint ce que vient de dire François, c'est-à-dire que de toute façon, en arrivant au pouvoir, le RN poursuivrait exactement les mêmes politiques, avec, et je rejoins là aussi François, avec bien sûr une violence décomplexée encore plus. De ce point de vue, c'est vrai qu'il y a encore une certaine spécificité RN, puisque on sait très bien, on l'a vu dans l'entre-deux tours des législatives, que, alors, soi-disant, il y a des brebis galeuses égarées. Il ne faut pas rêver, hein. C'est pas que des brebis galeuses hein, parmi leurs candidats et parmi les idéologues. Et là-dessus, François a raison de distinguer les idéologues et un certain électorat classique du RN qui, lui, est clairement raciste, anti-musulman, anti-arabe, anti-communiste, anti-tout. Hein. Donc ça, voilà. Et puis une autre partie qui se tourne vers le RN, ça comporte des classes populaires, quand bien même, heureusement, la majorité des classes populaires ne votent pas pour le RN encore, c'est tant mieux, mais bon, à force, ça commence à devenir problématique. Mais ce qui est certain, c'est que, oui, bien sûr, ce sont les deux faces d'une même pièce, parce qu'on vient de le dire, sur les grands sujets structurels, dans le fond, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Et c'est très frappant au niveau du budget. Alors, on apprend que le RN ne votera pas a priori le budget qui sera proposé par Macron, Barnier, etc. D'accord, mais enfin, une chose est sûre, c'est qu'il ne l'a pas renversé d'entrée. Il n'a même pas cherché à adopter une motion de censure contre un gouvernement qui est clairement euro-atlantique, comme tous les précédents.
De ce point de vue, il est important quand même de signaler que, concernant Macron, ce n'est pas étonnant, parce que dans le fond, Macron, François parlait de l'extrême centre, Macron, c'est la continuité de ce que Giscard appelait il y a 50 ans, ce que Giscard d'Estaing appelait il y a 50 ans, centriste, enfin faussement, on a compris, en fait, c'est radical du capital, quoi. Centriste, libéral et européen. Bon, ben, Macron, 50 ans après, c'est la même chose, ça ne change rien. En revanche, ce qui est important, c'est de voir que du côté de l'extrême droite, là aussi, il y a une vraie continuité, car le RN, en réalité, n'a jamais été anti-atlantiste ou anti-européiste. Il y a eu un intermède Philippot rapidement, qui d'ailleurs a vite été dégagé du Front National en 2017. Mais le fait est que quand vous regardez la profession de foi de Jean-Marie Le Pen quand il était candidat il y a 50 ans, en 1974 à la présidentielle, il le dit clairement que pour lui, l'indépendance de la France, ce qu'il appelle l'indépendance, ça doit être dans le cadre de l'Alliance Atlantique et de l'Europe, de l'Union de la CEE à l'époque. Très clair, il y a une continuité. Et la continuité, bah, c'est simple, c'est qu'à partir du moment où on accepte les grandes structures économiques, alors le capitalisme, on n'en parle même pas, hein, parce que vous n'allez pas entendre le RN parler du FMI, de la Banque mondiale, etc. Macron, c'est même pas la peine d'aborder ce sujet le concernant aussi. Mais à partir du moment où vous êtes d'accord sur ça, sur les grandes structures économiques, sur l'euro, etc., bah, vous ne pouvez mener dans le fond que la même politique. Naturellement, le RN est dès lors contraint de mettre la pression sur son sujet de prédilection, pour lequel il échouerait d'ailleurs, soit dit en passant, à savoir la question de l'immigration, sachant qu'il veut rester dans l'espace Schengen. Alors je lui souhaite bon courage au RN pour essayer de gérer cette question d'immigration dans le cadre de l'espace Schengen dont il ne veut pas sortir. Ça, c'est encore un autre problème. Donc clairement, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2017, le PRCF, lorsqu'il y a eu un second tour entre Macron et Le Pen, a toujours dit, le message était très clair, c'est pas une voix pour le RN, barrage absolu au RN, c'est-à-dire on va voir en particulier, c'est ce que disait François, les classes populaires qui seraient tentées par un vote de colère RN pour leur dire n'allez surtout pas voter RN, et que Macron se débrouille. C'est pas nous qui allons appeler à voter pour un type qui, de toute façon, mène une politique qui fait le jeu du RN, que le RN ne renie pas. Et puis, ne sous-estimons pas, même si ce n'est pas le même degré, la même violence et tout, ne sous-estimons quand même pas les propos, les sous-entendus franchement xénophobes qui existent au sein de la Macronie. Je veux dire, et ce n'est pas que tactique. Ce n'est pas que tactique. Il ne faut pas croire que le RN aurait l'exclusivité, sans parler de Zemmour bien sûr, aurait l'exclusivité de la xénophobie ou du racisme. Ce n'est pas vrai. Je tiens quand même à rappeler, quitte à faire la synthèse, à savoir chez les faux républicains, qu'un certain Philippe Juvin, fin novembre 2021, quand il était candidat à la primaire, ce qu'on appelle la primaire pour la présidentielle, avait quand même affirmé qu'il était convaincu qu'il y avait une supériorité de la civilisation européenne sur le reste du monde. Il faut rappeler que c'est un certain Joseph Borrell qui est maintenant le responsable de je ne sais pas quoi, la politique européenne au niveau international, qui expliquait qu'il y avait le jardin Europe qui devait se protéger de la jungle, qui était le reste du monde. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion that the humankind has been able to build. The three things together. And here Bruges is maybe the good representation of beautiful things, intellectual life, well-being. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. En fait, ces éléments-là, ne pas croire que c'est cohérent qu'on les retrouve. On les retrouve aussi dans les raisonnements dits centristes, de type macroniste, etc., chez les LR, et quelque part même chez une partie de la prétendue gauche, qui en fait, au nom d'une adhésion au projet européen, ne se rend même pas compte qu'elle est en train de verser dans un choc des civilisations qui, dans le fond, ne renie même pas Emmanuel Macron lui-même. Alors, je ne parle même pas de l'extrême droite, c'est leur fonds de commerce depuis leur existence. Mais de ce point de vue, bah, vous voyez que en réalité, il y a tellement de convergence,
tellement de convergences que c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de les distinguer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une spécificité RN, François l'a dit et j'abonde dans son sens, hein. C'est-à-dire une violence décomplexée avec des milices armées et prêtes à taper si jamais le RN arrive au pouvoir. Mais bon, le problème, c'est que les divergences sont infimes par rapport aux énormes éléments de convergence qui nous fait dire au PRCF que c'est les deux faces d'une même pièce, c'est un faux duel et c'est un vrai duo. Merci beaucoup, Fadi. Euh, En deuxième question, j'aimerais qu'on discute plus précisément, peut-être un peu plus finement de la situation économique et sociale aujourd'hui de la France. On voit des grèves comme chez ExxonMobil en Normandie parce que l'entreprise va tout simplement fermer, l'usine ferme hein, là-bas et les travailleurs sont tous en grève d'ailleurs, notamment à l'appel de la CGT sur place qui fait un gros travail. On a également dans l'actualité récente le Doliprane qui va passer sous pavillon américain. Dans le même temps, on vient d'en parler du gouvernement Barnier avec cette gigantesque cure d'austérité qui est réclamée à la France, mais en réalité, derrière, sont les travailleurs qui vont payer. On voit des services publics qui sont totalement délabrés, les écoles, l'éducation nationale, etc. On parle aussi du point de vue des recettes d'une nouvelle taxe sur l'électricité que les travailleurs vont payer. Au final, tout ça, est-ce que c'est pas de nature à faire émerger une nouvelle crise sociale du type de celle des Gilets jaunes qu'on avait vécu en 2019, notamment au début, parce que ça s'est jamais vraiment fini, les Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu en penses, Fadi, de ça? Bah déjà, François sera encore un meilleur témoin que moi pour répondre à cette question, mais clairement, euh, moi, quand je vois la situation actuelle, ça me fait penser à un discours de Tocqueville, le fameux libéral, machin, etc., qui, le 27 janvier 1848, un mois avant que ça explose en France, c'est eu la Révolution de 1848, prend la parole à la Chambre des députés, hein, de, enfin, sous comment il s'appelle, Louis-Philippe, voilà. Et puis il dit, pour la première fois en 15-16 ans, j'ai peur. J'ai peur parce que je sens qu'il est en train de monter quelque chose. Je sens que ça peut exploser. Il commence à expliquer qu'en apparence, il ne se passe rien. En apparence, tout est lisse, etc. Mais vous ne voyez pas qu'au sein des classes populaires, se disent de plus en plus que, et notamment il dit cette phrase-là à un moment donné, il explique, ce n'est pas intitulé exact, mais en gros il dit, vous ne voyez pas qu'il se dit que ceux qui dirigent le pays sont incompétents, indignes même de le diriger. Écoutez, c'est la situation actuelle. Je veux dire, le discrédit, l'illégitimité absolue de la Macronie, de tous les satellites qui gravitent autour, il est là. Et étant donné que on a pu voir à travers la quasi-farce hein, d'un certain point de vue de la dernière séquence électorale, on voit bien que dans le fond, euh, tout est bloqué. Tout est bloqué au niveau institutionnel. C'est encore plus frappant pour le scrutin européiste, hein, soit dit en passant. Mais par conséquent, quand il n'y arrive pas à avoir un débouché suffisamment radical, alors disons cela, petite parenthèse, je ne dis pas qu'il n'y avait pas une possibilité de débouché alternative avec le NFP pour une partie des travailleurs peut-être. À notre sens, au PRCF, nous estimons que malheureusement, ce débouché ne va vraiment pas assez loin, et en particulier parce qu'il refuse d'envisager l'affrontement avec les structures, les superstructures, l'UE, etc. Mais passons cet élément. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où il y a dans la mesure où il y a eu clairement un viol démocratique, ça c'est vrai, à partir du moment où on a le sentiment qu'il n'y a plus rien de possible. Il y a du désarroi, il y a de la résignation, il y a de la colère sous-jacente, et cette colère, elle finit par exploser. Elle finit par exploser à un moment donné. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, ça a été une explosion fantastique, fantastique. Il faut quand même avoir en tête que ça peut paraître culotté de le dire à ce moment-là de la vie, si j'ose dire, puisque ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, mais en réalité, ça a été un moment historique. Ça a été un moment historique auquel François a contribué, ainsi que d'autres camarades à lui, comme Jérôme Rodriguez, à qui nous avions d'ailleurs eu des échanges, etc. Et quand je dis historique, il suffit d'aller sur le site de France Inter, où vous avez des témoignages de CRS qui vous expliquent que le 1er décembre 2018, il y avait 3000 gilets jaunes qui étaient à 150 mètres de l'Élysée et qui ont failli prendre l'Élysée
Ils n'ont pas eu, enfin, ils n'ont pas été. Ils étaient 3 CRS, ils étaient fichus face à 3000 gilets jaunes. Pourquoi je dis ça? Parce que cette colère, elle est là, elle est sous-jacente, elle est prête à exploser, encore plus quand il y a le sentiment d'une impuissance, d'un blocage complet, d'un verrouillage total. Tout est fait pour être verrouillé, y compris, rappelons-le, en termes de liberté d'expression. Voilà, c'est ce que nous on appelle d'ailleurs la fascisation hein, au PRCF. Et en fait, on voit bien qu'ils ne sont pas si sereins que ça en face, parce que tout à l'heure, François parlait à raison de la violence exercée par la Macronie. En même temps, disons-nous que plus une société commence à voir, enfin, plus une société est victime de la violence d'État, de la censure d'État, et plus, quelque part, c'est le signe que ce pouvoir-là est bien plus fragile qu'il y paraît. C'est pour ça que je rappelais cette anecdote du 1er décembre 2018, qui, à mes yeux, n'est pas qu'une petite anecdote. Or, incontestablement, eh bien, en surface, quand on regarde les médias, les grands médias aux ordres, la presse bourgeoise, hein, comme le disait Lénine, on a l'impression que les affaires fondamentales, c'est l'histoire de Kylian Mbappé en Suède ou je sais pas quoi. Mais en réalité, pendant ce temps-là, mais vous avez des centaines d'emplois qui tombent par semaine en France. On vient de parler là de Sanofi, qui va perdre le Doliprane. On pourrait parler de Lactalis. Ça va être un véritable désastre qui se prépare à l'ouest du pays. General Electric, qui a racheté Alstom grâce à un certain Emmanuel Macron d'ailleurs, est en train de licencier plus de 350 personnes dans l'ouest du pays. Enfin, on pourrait les multiplier. Moi, je vis dans une région, nord de la France, où, moins qu'on puisse dire, on sait ce que c'est que la désindustrialisation, la destruction des services publics, etc. Euh, le tableau est sombre. Cela dit, pour donner un tout petit peu pour montrer quand même qu'il y a la peur, pour donner une petite anecdote et un petit peu d'espoir. Tu parlais à raison des services publics qui vont se prendre le pire plan d'austérité depuis 1983. C'est Le Monde qui le dit. Hein. Le Monde explique que c'est un plan d'austérité digne de François Mitterrand en 83 qui va arriver. Hein. C'est Le Monde il n'y a même pas une semaine. Eh bien, dans mon établissement scolaire, là où je travaille, eh bien, nous allons obtenir une rallonge de 50 000 euros pour le budget. C'est quasiment inattendu. Pourquoi? Parce que certes, l'établissement a des difficultés. En même temps, on va me dire, c'est vrai pour des tas d'autres établissements. Mais il y a une deuxième explication, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on mène la vie dure au conseil régional et à notre direction. D'ailleurs, l'ancienne responsable, l'ancien chef d'établissement a craqué, hein, disons-le clairement, il est parti, il y en a un nouveau. Et clairement, on sait que le petit coup de pression, ça s'appelle le rapport de force, avec des menaces diverses et variées, bah, ça peut déboucher sur des toutes petites victoires symboliques. Et je ne dis pas que c'est même ça qui joue le rôle principal pour expliquer pourquoi dans notre établissement on va avoir 50 000 euros de plus dans le budget, ce qui est quasi improbable par les temps qui courent, où nous avons 60 milliards d'euros de destruction austéritaire, etc. Mais voilà, c'est aussi pour montrer que justement, en face, c'est peut-être plus faible qu'il paraît, et que la colère sociale, en face aussi, ils la sentent. Elle est prête à exploser. La question étant que si ça refait comme les Gilets jaunes en 2018, est-ce que cette fois-ci, elle arrivera à converger vers quelque chose de plus organisé? Je conclue là-dessus. Je pense que François pourra mieux répondre que moi à cette question, mais les Gilets jaunes ont beaucoup réfléchi à cette question et in vivo, in situ déjà, au moment du mouvement 2018-2019, je pense que là, il y a une certaine maturité politique également qui s'est développée parmi les Gilets jaunes et puis au-delà, hein, parmi beaucoup de travailleurs. Merci beaucoup, Fadi. Alors oui, effectivement, les Gilets jaunes, c'est bien 2018 et non 2019. Ça a commencé bien en 2018. Je m'étais trompé quand j'ai fait la présentation. Je me corrige. Et je me tourne maintenant vers François. Alors, est-ce que tu penses que finalement, cette situation sociale aujourd'hui, elle est de nature à ouvrir une nouvelle crise sociale comme celle des Gilets jaunes? Alors, je vais essayer de répondre à cette question, mais avant, je voudrais quand même dire très clairement que ce que nous vivons là, c'est le fait, politiquement j'entends, c'est le fait d'une oligarchie, d'une bourgeoisie qui n'a jamais été aussi sûre d'elle-même et aussi arrogante, qui veut s'accaparer toutes les richesses. Elle veut le gâteau, mais elle veut même les miettes du gâteau. Hein, et elle se gave dans une période de crise comme on vit depuis plusieurs années, où le niveau de vie de beaucoup de gens baisse. Où ces dernières années, il y a eu, après le Covid, il y a eu une inflation qui a quand même durement touché le portefeuille des gens. Et bah,
le CAC 40, les grandes entreprises, les plus grandes fortunes, elles ont continué à se gaver, à réaliser des records historiques de bénéfices, à se distribuer des montants historiques de dividendes. Elles ont multiplié leur fortune, mais comme jamais dans l'histoire. Bon, c'est ça, hein, je veux dire, la confrontation fondamentale, c'est qu'il y a des gens, la majorité des gens qui s'appauvrissent, qui vivent des conditions de vie, de travail de plus en plus dures. Et puis, il y a une toute petite partie de la population, là, tout là-haut, qui, elle, n'en a jamais assez et qui euh, accapare de plus en plus toutes les richesses. Et c'est ça qui, fondamentalement, pour boucler sur la première question, produit le macro-le-pénisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement, je veux dire, le fait de la bourgeoisie qui a l'emprise et sur le macronisme et sur le pénisme. Et donc, aujourd'hui, on a un gouvernement, on dirait, du centre, de l'extrême centre, soutenu par l'extrême droite. Demain, on pourra tout à fait avoir un gouvernement d'extrême droite soutenu par l'extrême centre. Je veux dire, ce qui compte pour la bourgeoisie, c'est que le pouvoir en place serve ses intérêts. Voilà la situation dans laquelle on est. Alors le problème, et ce qui est d'autant plus indécent, c'est que la bourgeoisie continue donc en s'en foutre plein les poches, alors que les Français souffrent, et qu'en plus de ça, la France même est en train de s'appauvrir, et en tout cas arrive maintenant dans une situation financière et économique qui est extrêmement délicate. Et ça notamment parce que Emmanuel Macron, euh, bah, globalement, il a explosé le budget. Tout simplement, c'est que on a découvert quand même très récemment là que au final, le déficit donc pour l'année 2024 allait être à 6,1%, alors que il était prévu à 4,4, c'est-à-dire qu'on a 1,7% d'écart. 1,7% d'écart, ça fait juste 50 milliards d'euros d'écart, hein. Voilà. Et il manque juste 50 milliards par rapport à ce qu'on avait prévu, hein. Voilà. Les gens, quand ils font une erreur de 20 euros, ils se retrouvent à découvert, ils ont des sanctions, hein, ils ont des agios auprès de leur banque. Bon, bah, nous, nos dirigeants, à 50 milliards près, on nous dit, oh, bah, c'est pas si grave que ça. Bon. Mais du coup, on est dans une situation où le gouvernement Barnier hérite donc d'une France qui est surendettée, c'est-à-dire qu'on a quand même 3200 milliards de dettes, on paye 50 milliards, 52 milliards exactement d'intérêts sur la dette cette année. Ce sera bientôt les intérêts de la dette, le premier poste de dépense, hein. Pour 2027, ce sera 60, au moins 70 milliards, un peu plus même. Donc ça passera devant le premier poste de dépense qui est l'éducation nationale à 65 milliards, hein. On a un déficit du commerce extérieur qui est de 130 milliards d'euros. Et on a toujours un chômage de masse qui est là, hein, parce que le taux de 7,5% qui est affiché comme un triomphe est historique et on serait redescendu à un niveau inférieur à celui depuis les années 80. On n'aurait pas connu ce taux-là depuis 40 ans. Bon, déjà, en fait, il faut regarder les chiffres réels, hein, c'est-à-dire que si on prend la définition du Bureau international du travail, d'accord, facialement, on est à 10%, mais en fait, il y a tout un tas de manipulations qui sont faites par les radiations administratives, par les décomptes qu'on fait des chômeurs, etc. Bon, quand on prend les chiffres du chômage de France Travail, anciennement Pôle Emploi, déjà on est plus autour de 10% hein, de chômage réel, ça c'est la première chose. Mais la deuxième surtout, et ça c'est extraordinaire, ça montre à quel point ceux qui nous gouvernent vraiment, mais ne comprennent strictement rien à l'économie, c'est que le taux de chômage, c'est pas un critère suffisant pour apprécier la bonne santé d'une économie en fait. Parce que si quand vous appréciez le taux de chômage, vous n'appréciez les choses que de manière quantitative. Mais il y a la question de la qualité aussi de votre économie. Parce que si vous avez que des emplois de balayeurs et de livreurs à domicile, c'est pas tout à fait la même valeur ajoutée que des emplois d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés dans l'industrie, en fait. Vous n'allez pas tout à fait produire la même valeur, pas tout à fait produire les mêmes richesses. Et de fait, ce qu'on constate, ça c'est un indicateur qui n'est quasiment jamais mis en avant. Et il l'a été par Elucide et en particulier par Olivier Berruyer, qui là-dessus fait des analyses économiques qui sont toujours extrêmement précieuses. Euh, le taux de productivité, c'est-à-dire ce que une heure de travail produit dans le pays, il s'est effondré depuis 2019. Ça n'était pas arrivé, si vous voulez. Depuis les années 90, le taux de productivité, il avait augmenté de manière absolument constante. Crise économique ou pas, chômage, crise des subprimes, ce que vous voulez, le taux de productivité, il n'avait cessé d'augmenter de manière constante jusqu'en 2019. Et à partir de 2019, eh ben,
ce taux de productivité, il a chuté. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, la réduction du chômage, elle est totalement artificielle. Elle est le fait de milliards qui ont été mis dans des contrats d'apprentissage, mais où en fait c'est des effets d'aubaine pour les entreprises qui peuvent embaucher comme ça des apprentis à très bas coût, mais ça fait pas des emplois à très haute valeur ajoutée. Et puis, bah, par ailleurs, vous avez remplacé encore une fois des métiers hautement qualifiés dans l'industrie, etc par bah, des auto-entrepreneurs au statut assez précaire et qui font en moyenne 600 euros, 600-700 euros de revenus par mois. Bon, voilà. Alors, et après, on vient vous dire, ah oui, mais regardez, le taux de chômage, il a baissé. Oui, d'accord, mais en fait, la France là, ne s'est pas du tout enrichie, hein. Elle s'est précarisée. La France, c'est tout ce que vous avez fait, en fait. Et vous vous enorgueillissez de ça. Bon. Donc, on a un gouvernement Barnier qui hérite de cette situation. Et donc, bah, en bon gouvernement de droite, je veux dire qu'il y a globalement la même philosophie que Macron, qu'est-ce qu'il fait? Bah, évidemment, il fait une cure d'austérité et il va donc massacrer plus encore les services publics. Je veux dire, dans l'enseignement, effectivement, c'est 4000 postes hein, d'enseignants qui vont être supprimés, hein. Je veux dire, c'est bien connu qu'il y a trop de profs dans le pays. Je veux dire, c'est vraiment, ça saute aux yeux, hein. Je veux dire, on les recrute maintenant. Ils ont fait une année ou deux de licence en anglais ou je ne sais quelle étude qui a rien à voir. Ouais, on les recrute, voilà, sur un entretien d'embauche, voilà. Donc c'était vraiment l'urgence et la nécessité de supprimer encore plus de postes. Et bon. Je vais pas aligner comme ça toutes les mesures qui sont prises, mais on peut aussi penser au fait de décaler de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite, hein. Donc ça va quand même durement toucher les retraités. Euh, bon, toute une série de mesures, en gros, pour au moins 40 milliards d'euros, on va demander des sacrifices aux Français. Bon. Alors après, Barnier, il a une petite spécificité, et c'est à ça que je voudrais quand même prendre le temps de donner deux, trois mots d'explication, parce que c'est un peu important, c'est que Barnier, contrairement à Macron, c'est un bon politicien. C'est-à-dire qu'au moins lui, il essaie de donner l'illusion qu'il demande des efforts à tout le monde. Donc, il a dit, bah, regardez, moi, je vais quand même demander 20 milliards d'efforts aux grandes entreprises et aux plus riches. Donc, il remet en cause 18 milliards en remettant certaines exonérations sociales en cause et puis en augmentant temporairement et de manière exceptionnelle le taux d'impôt sur les sociétés. Ça fait 18 milliards. Et puis après, il va sur l'impôt sur le revenu. Alors, je trouve ça extraordinaire, il va poser un minimum d'imposition pour les plus hauts revenus, hein, les très très hauts revenus. On parle des gens qui gagnent plus de 500 000 euros par an. Euh, un taux minimal d'imposition à 20%. Et ça rapporte 2 milliards. Attendez, ces gens-là, vous allez leur imposer un taux minimal d'imposition à 20% et ça nous rapporte déjà 2 milliards. Mais ces gens-là, ils sont pas supposés être imposés à 20%. Attendez, ces gens-là, c'est les plus riches. Oui, d'accord. Mais le taux alors d'imposition, c'est quoi pour les plus riches? Pour les tranches les plus hautes? C'est-à-dire la tranche au-dessus de 177 000 euros, c'est combien? C'est 45%. Donc Bernard Arnault, vous êtes en train de m'expliquer que formidable, il va être imposé à 20%. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais pourquoi, en fait, ces gens-là, on ne les impose pas à 45%? C'est le taux qu'on devrait leur appliquer. C'est le taux que payent hein, des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros, 25 000 euros par mois. Ils y sont, eux, au taux de 40 ou 45%. Pourquoi ceux qui gagnent 100, 1000 fois plus, qui sont richissimes, qui sont milliardaires, eux, ils payent moins? Dire, là, il y a une inégalité fiscale qui est patente, et c'est celle-là qu'il faudrait corriger en priorité. Bon, ça va évidemment pas être le cas, et donc on voit toute l'hypocrisie et la manipulation qui est faite là sur la justice fiscale que le budget 2025 du gouvernement Barnier serait censé réinstaurer. C'est pas du tout le cas. Et un autre élément, c'est que en fait, on a le problème principal, central, d'un point de vue budgétaire. Là, je ne parle pas d'un point de vue économique strictement, mais d'un point de vue budgétaire. C'est que euh, on a, depuis 10 ans, augmenté dans des proportions absolument considérables le montant des subventions publiques qu'on fait aux entreprises. C'est délirant. Il faut vraiment faut que les gens, je crois que les gens comprennent pas en fait, ils se rendent pas compte. Il y a 10 ans à peu près, le montant des aides publiques aux entreprises c'était 80 milliards d'euros. En 2019, on était passé, grâce à Macron, on est passé à 160 milliards. Aujourd'hui, on en est au moins à 200 milliards par an. Il y a 200 milliards par an qu'on redonne aux entreprises et dont une grande partie, évidemment, bénéficie aux plus grandes entreprises, au CAC 40. Euh,
pour donner un point, l'impôt sur le revenu, au total, l'impôt sur le revenu, ça rapporte 90 milliards par an. On donne 200 milliards aux entreprises. C'est-à-dire qu'on donne aux entreprises plus de 2 fois ce qu'on récolte au titre de l'impôt sur le revenu. Est-ce que les gens se rendent compte en fait du détournement absolument colossal d'argent public vers les entreprises? Et ça, et les plus grandes évidemment en très grande partie. Ça, c'est vraiment à mon avis, le point sur lequel il faut insister parce qu'on entend beaucoup le discours qui ah oui, mais les élus ils gaspillent trop, etc. Bon, évidemment qu'on a tous à côté de chez nous les expériences de telle mairie ou de tel conseil régional qui a fait un événement qui a coûté du pognon, etc. D'accord, mais tout ça, on est en train de parler de millions d'euros. Alors, je dis pas que symboliquement et même dire qu'il faut que c'est pas grave de pas gérer un bon père de famille et de commettre des excès comme ça. C'est pas ce que je dis, mais je dis simplement ça, c'est des millions d'euros. Là, on est en train de parler des tournements en dizaines et dizaines et dizaines et même en centaines de milliards d'euros. C'est de ça dont on parle. Et donc, là-dessus, ben, je veux dire, faudrait, je veux dire, à mon avis, que les gens entendent et comprennent qu'on pourrait tout à fait ne pas du tout leur demander des sacrifices qu'on va leur demander. On pourrait tout à fait dire, bah écoutez, on va peut-être arrêter de donner aux grandes entreprises 200 milliards d'euros par an, hein. On va réduire ça, il nous faut 60 milliards. Et ben les 60 milliards, voilà, on va passer de subventions aux entreprises, on va les passer de 200 à 140. Voilà, il suffit déjà de faire ça, juste ça, hein. Et il n'y a pas besoin de mesures d'austérité. Voilà, qu'on demande aux gens. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Bon. Donc après, pour répondre à la question, est-ce que je dirais, une crise va naître de ça, un mouvement politique, etc. J'avoue que j'en sais rien. Je sais pas parce que je suis allé le week-end dernier justement, c'était un retour aux sources, mais je suis allé sur le repoint des vaches, donc à Rouen, là d'où je viens. Euh, et bon, j'ai vu quand même des gens bah, qui sont évidemment toujours aussi bien intentionnés, toujours aussi chouettes et que j'ai grand plaisir à revoir. Mais je vais être honnête, j'ai quand même senti aussi de l'inquiétude et une forme de résignation aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui évidemment aujourd'hui sont lucides. Ils ont vu ce que ça donnait d'aller en manifestation. Bon bah oui, ils ont peur, hein. Tout simplement, ils ont peur d'aller en manifestation. Parce qu'en manifestation, on peut se faire crever un œil, on peut se faire fracasser le crâne. Et à coup sûr, en tout cas, on est à peu près certain de se prendre des lacrymos dans les yeux, ce qui fait jamais plaisir. Mais bon, il y aurait que ça. Je pense que beaucoup braveraient encore le problème des manifestations. Euh, voilà, mais disons qu'il faudra le nombre, et il faudra un nombre 10 fois plus grand que les Gilets jaunes. Au moins 10 fois plus grand, 10 fois ou 100 fois plus grand que les Gilets jaunes. Euh, et ça, évidemment, ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas. Voilà. Et après, qu'est-ce que ça produira? Ça, j'en sais rien. J'avoue que s'il y a une leçon euh, que j'ai tiré, mais là je parle que pour moi, c'est mon avis personnel. Je pense que dans un mouvement de type gilet jaune qui part du bas, qui est un mouvement de type insurrectionnel, hein, ce n'est pas possible de le structurer. Voilà. Je pense que c'est impossible. On n'a pas les moyens. Dire, on peut le structurer au niveau local, mais c'est impossible d'arriver à créer assez rapidement et dans le moment où il faut être dans l'action. On ne peut pas en fait le structurer à un niveau national. Mais je ne crois pas que ce soit un problème. À mon avis, fondamentalement, c'est pas un problème. Je pense qu'en fait, euh, il faut plutôt, comment dirais-je, il faut de toute façon agir sur tous les moyens sur lesquels on peut agir, sur tous les leviers. Et donc, quand surgit un mouvement comme ça spontané dans la rue, bah, il faut le rejoindre et puis essayer de se rendre utile, essayer de faire ce qu'on peut et de structurer au maximum son discours, mais sans qu'il y ait forcément de structure. En revanche, ce sur quoi il faut avoir aussi travaillé, c'est sur la représentation politique en amont. Et voilà, il faut avoir essayé déjà de pousser au maximum pour influencer et tirer les forces politiques existantes, soit tirer les forces politiques existantes vers dire la bonne ligne idéologique, la bonne ligne programmatique, soit avoir réussi à faire émerger une autre force politique. Mais je dirais qu'à un moment donné, en fait, ce qui créera effectivement un basculement, c'est que une force du bas extrêmement puissante surgira et qu'elle ira à la rencontre d'une force politique déjà existante, ou en tout cas dont tous les éléments
constituants seront en germe. Et c'est les circonstances qui permettront effectivement d'un coup à cette structuration d'intervenir et donc à ce qu'il y ait une rencontre en fait entre les deux. Voilà. En tout cas, il faut se laisser, à mon avis, cette, euh, cette hypothèse-là, ce scénario-là à l'esprit pour pas se prévoir des tâches impossibles. Je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu, il faut essayer d'être réaliste. Voilà. Ce qui compte pour moi dans le moment, c'est d'essayer de produire le plus de clarté possible dans l'esprit des gens pour essayer de préparer les consciences. Voilà, c'est ce sur quoi nous, militants, activistes, politiques, citoyens engagés, etc., peu importe le terme qu'on emploie, c'est ce sur quoi, à mon avis, il faut agir le plus possible. Et, euh, et donc, à ce titre-là, bah, expliquer que macronisme et le pénis, c'est la même chose, c'est pas juste pour se faire plaisir, hein. Je veux dire, j'ai une grille, moi, de classification politique qui me paraît extrêmement pertinente, parce qu'elle me permet à chaque fois de classer très simplement les gens qui est il y a le fait qu'il y a donc trois axes. Il y a un axe économique, et là, on est soit pour plus d'égalité, soit on est pour plus d'inégalité, hein. Est-ce qu'on veut prendre l'argent au CAC 40? Est-ce qu'on veut prendre de l'argent aux plus fortunés par l'impôt? Ou est-ce qu'on veut pas y toucher? Voilà, c'est assez simple. Le deuxième axe, il est démocratique, c'est le respect des libertés publiques. Et donc, c'est bah, est-ce qu'on est pour que les manifestations puissent se dérouler dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on est pour faire vivre le pluralisme? Est-ce qu'on est pour faire vivre la contradiction dans le débat public, auquel cas on est démocratique? Ou alors est-ce qu'on est de tempérament autoritaire, hein? Est-ce qu'on veut mater tous les mouvements sociaux, etc., etc. Bon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est un inégalitaire, dans la période, on est nécessairement un autoritaire. Parce que il y a un mécontentement qui est tellement grand dans le pays que les gens eh bien, ne supportent plus le système en place, ils veulent une rupture, ils veulent un changement, et donc quand ils se retrouvent, et ils veulent un changement vers plus d'égalité, hein, c'est ça qu'ils disent à chaque fois. Et donc si à chaque fois qu'ils jouent, ils tombent sur une force politique qui en fait est toujours une force politique inégalitaire, ils seront mécontents, ils vont se révolter, donc ce pouvoir-là sera obligé d'être autoritaire, hein. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et puis le troisième axe, bah, c'est l'axe culturel, et là, effectivement, on peut être enfin, on peut être progressiste ou on peut être conservateur. En gros, il y a surtout l'aspect de la défense des minorités. Bon, mais ça, je dirais que c'est le seul clivage qui reste encore un peu dans les médias officiels, dans les médias bourgeois. C'est-à-dire, on va effectivement discuter, je sais pas, des wokistes contre je sais pas qui. Enfin voilà, on va discuter de ces choses-là. En fait, enfin, on va encore mettre en scène ces clivages-là politiques parce que bah ils concernent pas le capitalisme, parce qu'ils mettent pas en cause l'intérêt de la bourgeoisie. Voilà, tout simplement, hein. Tant que les intérêts de la bourgeoisie, de l'oligarchie ne sont pas euh, mis en cause, bon, on peut encore raisonnablement discuter. Mais dire qu'il faut mener une autre politique économique, dire qu'il faut rompre avec les règles de l'Union européenne, dire que les médias sont des médias bourgeois et qu'ils organisent une propagande en particulier sur la question économique, et dire que du coup on n'est pas tout à fait en démocratie. Bon, tout ça, ça vaut immédiatement excommunication du débat public. Merci François. Alors justement, dans le cadre de ce budget dont on vient un peu là de parler, il y a quand même un des postes qui augmente, c'est celui de l'armée. Celui de l'armée, lui, effectivement, va augmenter. Le budget de l'armée va augmenter dans ce contexte pourtant de cure d'austérité. On sait aussi qu'on a à la tête de l'État un homme qui est fan de défilés militaires, qui a fait changer le ministère de la Défense, de nom a changé, et c'est aujourd'hui le ministère des Armées. On se souvient également de son discours pendant le Covid, son fameux Nous sommes en guerre. Donc voilà, on parle aujourd'hui dans l'armée de conflits, dans l'armée française, hein, de conflits de haute intensité dans l'armée française au niveau des états-majors et aussi au niveau politique. On parle de ça. Euh, on sait également que la France, sur un autre plan, est membre de l'OTAN, une organisation très agressive. On voit également un contexte international aujourd'hui qui est quand même assez trouble, pour ne pas dire beaucoup plus. Alors la question, troisième question que je voudrais vous poser en commençant par Fadi, c'est au final, est-ce que la France ne va pas être amenée vers une nouvelle guerre? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Et que d'ailleurs même, est-ce qu'il n'y a pas un risque tout simplement que la France soit amenée dans une troisième guerre mondiale? En tout cas, oui, si, évidemment, le risque est là. Pour faire le lien avec le budget, c'est important et rebondir sur ce que disait François.
la question démocratique, il l'a très bien indiqué, la question du progrès social. Et c'est vrai qu'au PRCF, nous ajoutons aussi les deux autres questions qui sont, premièrement, et c'est celle-là dont je vais parler pour répondre à ta question, celle de la paix, quand même, qui est un enjeu mais colossal aujourd'hui, absolument colossal, et on va voir que c'est pas sans lien avec la question du budget. Et puis nous en parlerons peut-être par la suite, mais la question de, parce que c'est lié dans le fond de l'indépendance nationale, on va y revenir. Mais s'agissant de la guerre et de la paix, c'est une évidence. D'ailleurs, n'oublions jamais ce chiffre, puisque François parlait de dizaines de milliards, voire de centaines de milliards d'euros. Eh bien, je rappelle simplement que le 20 janvier 2023, c'est-à-dire le lendemain de la première manifestation d'ampleur contre la destruction des retraites avec l'âge à 64 ans, les 43 annuités, machin, eh bien Macron avait annoncé tranquillement un plan de modernisation des armées de 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Autrement dit, et ça, il faut aussi l'avoir en tête parce que François a dit à raison qu'il y avait l'ensemble des subventions donc du vol, du racket public pour les grands groupes. S'il y a bien un secteur qui se porte très très bien, c'est le complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel en France n'est pas négligeable, puisque maintenant la France est devenue le deuxième exportateur mondial d'armes, notamment en vendant pas mal du côté de l'Arabie Saoudite, de l'Ukraine, etc., etc. On ne va pas prendre la liste de tous les pays, mais je le signale parce que, en fait, c'est ça aussi qui creuse considérablement le déficit budgétaire, qui nous rend absolument dépendants des grands groupes, des marchés financiers, tout ce que l'on veut. Et en même temps, c'est pas nouveau. Il faut quand même rappeler qu'un certain Ronald Reagan avait mis en place ce qu'en anglais on appelait le warfare state, pas le welfare, pas l'État social, mais l'État belliciste. C'est-à-dire, on va créer du déficit public parce que, contrairement à ce qu'on croit, les néolibéraux, ça ne les dérange pas d'avoir du déficit public dans le fond, hein, les capitalistes, mais à condition que ça leur permette d'engranger derrière un certain nombre de profits, et des profits qui peuvent être territoriaux aussi, soit dit en passant. Donc ça s'appelle la guerre. Bref, en fait, on est exactement dans la configuration que dénonçait déjà Jean Jaurès au début du XXe siècle, c'est-à-dire que le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Là, on est en plein dedans. Et malheureusement, dans cette affaire, on est dirigé par des fous, des types qui sont complètement biberonnés d'euro-atlantisme, qui en particulier depuis Nicolas Sarkozy ont opté pour un tournant belliciste absolument impressionnant. Un des points de départ, rappelons-le, c'est quand même ce qui s'est passé en 2003, lorsque la France et la Russie et l'Allemagne, qui n'est pas membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais la France, la Russie et l'Allemagne avaient dit non à la guerre des États-Unis contre l'Irak, à l'invasion irakienne. Et les États-Unis sont quand même allés. Bon, ça, on pourrait expliquer en long, en large et en travers pourquoi. C'est pas étonnant de toute façon. Mais pourquoi je dis ça? Parce que depuis, il y a eu déjà à l'époque, au sein notamment de Feu UMP et même du Parti socialiste, des gens qui estimaient qu'il fallait intervenir aux côtés des États-Unis et de l'OTAN dans cette guerre. Heureusement qu'on n'y a pas été à l'époque. Mais avec Sarkozy, le tournant, ça a été la Libye. Ça a été la Libye en 2011, où d'ailleurs les États-Unis ont inauguré leur stratégie qu'ils sont en train d'appliquer en ce moment, que le type s'appelle Biden, Trump, Obama, Harris, ce que vous voulez, hein, on s'en fout. C'est-à-dire, on envoie nos sous-fifres, nos satellites faire la guerre très concrètement, comme la France et le Royaume-Uni en 2011 en Libye. Et nous, on est un peu derrière, hein, comme ça, on apporte le soutien logistique, technologique, financier. Et c'est très spectaculaire dans le cadre de ce qui se passe à l'est de l'Europe à l'heure actuelle, puisque récemment, le Parlement européen a approuvé une résolution. Et alors, malheureusement, il n'y a que le RN qui s'est opposé. Niveau français, LFI s'est abstenu. C'est quand même un peu problématique d'ailleurs, pour autoriser des frappes sur le territoire russe de la part de missiles qui seraient d'origine britannique ou française. Autrement dit, c'est la guerre avec la Russie. Évidemment, le macronisme, le LV, le PS, les LR, il n'y a pas de problème. Dans le fond, le RN est un petit peu le cul entre deux chaises, parce qu'il ne faut pas oublier que le RN ne veut pas sortir de l'OTAN, nous l'avons dit, il ne veut pas sortir de l'UE, et n'arrête pas d'expliquer que de toute façon, il faut soutenir l'Ukraine coûte que coûte, etc. etc. Bon, mais en même temps, il voit bien la folie dans laquelle nous sommes lancés, par des types qui arrivent à créer un déficit, en plus de ce qu'a dit François, encore une fois, hein, je souscris tout à fait à ce qu'il a dit, qui arrivent à créer un déficit par les dépenses militaires,
413 milliards d'euros. Et derrière, comme François l'a dit, on nous saoule pour 1 million d'euros par-ci, 500 000 euros par-là. Et ce qui a radicalisé aussi le positionnement des dirigeants de l'oligarchie à la tête de notre pays, c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Pour cela, il faut quand même avoir en tête ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, que ce soit au sein de l'extrême droite, DLR, c'est un peu la même chose, droite extrême dans le fond, de la Macronie, dans le fond, c'est aussi un peu la même chose, il y a le sentiment d'un espèce de choc qui est en train de se produire entre l'ordre hégémonique, dominé par l'axe UE-OTAN, et ceux qui refusent cet hégémonisme. Et au Proche-Orient, ça s'appelle Israël, qui bénéficie d'une impunité absolue. Bon, en réalité, pas depuis 2023, hein, ça veut faire depuis 76 ans que c'est le cas de toute façon. Et puis ceux qui se battent pour essayer de survivre, tout simplement. Et là, en l'occurrence, il s'agit des Palestiniens qui, malheureusement, à mon avis, sont condamnés à mort depuis un petit moment. Je ne le souhaite pas, mais bon, si on regarde la réalité en face, c'est malheureusement ce qui se passe. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce conflit cristallise, comme d'ailleurs le conflit russo-ukrainien, comme ce qui se passe à l'heure actuelle du côté de la mer de Chine, hein, autour de Taïwan, ou autour de la péninsule coréenne, ça cristallise cette radicalisation, cette fuite en avant vers la guerre nucléaire, hein, littéralement, de la part de l'axe OTAN. Et pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à tenir l'ordre mondial comme ils l'ont tenu pendant très longtemps. Prochainement va se tenir le sommet des BRICS. Et il y a déjà un certain nombre de pays qui souhaitent rejoindre les BRICS, qui sont très hétérogènes, qui ne sont pas du tout que des forces progressistes, hein, loin de là. On ne peut pas dire que Modi soit un progressiste, que Poutine soit un progressiste, hein, loin de là. Mais leur point commun, c'est de refuser, c'est de déshégémoniser, si j'ose dire, de mettre fin, en quelque sorte, à l'ordre hégémonique euro-atlantique, dans lequel, malheureusement, se complaît l'oligarchie de France en disant il faut être dans l'axe OTAN, c'est vital, etc. Et quand je dis ça, malheureusement, ça ne concerne pas que l'ensemble des droites réactionnaires, extrêmes, fascisants, tout ce que l'on veut. Une bonne partie de la gauche tombe dans ce piège terrible, catastrophique, sans se rendre compte d'ailleurs des conséquences dramatiques pour le budget, pour les conséquences sociales, etc. Nous, au PRCF, ça fait déjà 2 ans qu'on n'arrête pas de dire l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. On avait commencé en septembre 2022. D'ailleurs, notre slogan a été repris de manière assez boule de neige, on va dire, et qui fait boule de neige. Eh bien, je crois que ce slogan est plus que jamais à l'ordre du jour parce que dans le fond, c'est vers ça que nous amène j'ose pas dire nos, mais l'oligarchie euro-atlantique à la tête de la France. Plus que jamais, notre slogan est très clair, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Et ça nécessitera d'engager le combat, de le poursuivre en ce qui nous concerne et de l'amplifier pour l'indépendance nationale. Mais je pense que nous aurons l'occasion de parler de ça un petit peu après. Merci Fadi. Alors François, toi, est-ce que effectivement, notamment l'appartenance de la France à l'OTAN est de nature à t'inquiéter sur le fait qu'on puisse être entraîné vers une nouvelle guerre, une nouvelle troisième guerre mondiale? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là encore, je suis pas prophète. Après, tout dépend ce qu'on entend par Troisième Guerre mondiale. Enfin, c'est-à-dire que, si c'est la France engagée dans des combats, euh, comment dire, nous sommes une puissance nucléaire. Quand on parle là des États-Unis ou de la France, en principe, ça peut pas être un conflit armé frontal avec, par exemple, la Russie. Parce que sinon, je veux dire, c'est c'est le drame absolu, c'est la catastrophe nucléaire qui va se produire. Donc, j'ose espérer que ça, au moins, on va l'éviter. Après, en revanche, il y a la question des chocs que la guerre produit et qu'elle produit déjà, hein, la guerre Russie-Ukraine produit déjà un choc économique extrêmement dur sur l'Europe, puisque, on le sait, ça a entraîné une flambée notamment des coûts de l'énergie. Dire les sanctions qu'on a prises contre la Russie, elles se sont en grande partie retournées contre les pays européens. En fait, ce qui est en train de se produire, c'est effectivement ce qu'expliquait Fadi, c'est que on a un bousculement des rapports de force au niveau mondial. Et on est en train d'assister à la fin de l'hégémonie de la puissance américaine, qui effectivement, depuis la chute de l'URSS, régnait seul en maître, était devenu le gendarme du monde, et donc, euh, euh, voilà, dominait tout à fait les rapports de force mondiaux, à la fois par son armée, par le dollar, etc. Bon.
Il se trouve que les Américains sont en déclin. On peut le voir par toute une série d'indicateurs, mais un PIB qui, bon, en grande partie est assez artificiel et qu'en fait provient de la planche à billets du dollar, parce qu'ils ont ce privilège-là d'être la monnaie de référence au niveau mondial, mais privilège qui est en train d'être contesté et justement, effectivement, il y a un sommet des BRICS qui va être organisé où Vladimir Poutine va proposer justement que l'ensemble des BRICS se dotent d'une monnaie, enfin en tout cas d'un système monétaire pour concurrencer et contrer l'hégémonie du dollar américain. Donc c'est un des éléments qui montre à quel point les Américains sont en train vraiment de perdre leur puissance de domination. Et on a aussi tout un tas d'indicateurs sur le taux de mortalité infantile, sur l'espérance de vie aux États-Unis, où effectivement c'est un empire en déclin. Bon, et on pourrait, au-delà des indicateurs très sérieux, regarder simplement le fait que bon, bah, ils ont une momie comme président de la République. Je veux dire, le type manifestement est sénile. C'est pas lui qui préside le pays, hein, c'est pas possible. Et puis quand on voit qui va lui succéder, bon, que ce soit Kamala Harris ou Trump. On se dit que dans ce pays avec, je sais pas, ils ont au moins 250 millions d'habitants ou 270, enfin, cet ordre-là. Ils n'ont pas trop, 350. ou voilà, 250, bon, ils n'ont pas trouvé deux meilleurs représentants dans chaque camp pour la plus grande puissance du monde, la plus grande puissance militaire et économique du monde. Bon, c'est quand même je veux dire, le signe que vraiment les États-Unis sont en déclin et le problème c'est qu'ils sont en train de nous emporter avec nous. Voilà la difficulté. Et le problème, c'est que les élites européennes, et notamment françaises, se laissent embarquer par les Américains dans ce qu'on peut appeler un peu une folie, une pulsion destructrice, parce que le conflit Ukraine-Russie, on sait très bien que les États-Unis sont à la manœuvre. C'est eux qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN aux frontières est de l'Europe et qu'ils ont fait peser une menace sur la Russie. Ils n'ont pas écouté les mises en garde de Vladimir Poutine qui demandait légitimement à ce que l'Ukraine ne puisse pas rentrer dans l'OTAN, qu'il n'y ait pas de missiles qui soient installés sur le territoire ukrainien, qu'il n'y ait pas de base américaine sur le territoire ukrainien. Bref, ils voulaient préserver une frontière de pays neutre pour être sûr de ne pas être menacés. Bon, les Américains ont fait exprès d'outrepasser ces limites-là et c'est ce qui a déclenché la guerre avec la Russie. Bon, il se trouve que la Russie, contrairement à ce qu'on nous avait indiqué, va vraisemblablement a déjà même gagné cette guerre, hein. Et en fait, c'est pour ça qu'on augmente la menace sur elle avec la possibilité donc de tirer directement sur le territoire russe, bon, ce qui est une folie totale. Je veux dire, et là, on peut que espérer qu'évidemment ces menaces soient pas mises à exécution parce que sinon, là, on rentre dans un conflit frontal et entre puissances nucléaires. Bon, donc, ce serait la catastrophe. Et puis ensuite, il y a un autre, effectivement, pays là, qui pose énormément de problèmes, c'est Israël. Israël qui a manifestement lui aussi décidé au maximum de déclencher une guerre au Moyen-Orient, parce qu'il y a les massacres, les crimes contre l'humanité qui sont commis à Gaza depuis un an maintenant, avec des dizaines et des dizaines de milliers de femmes, enfants, bébés qui sont tués dans des attaques répétées d'Israël. Mais bon, le Israël a envahi le Liban, tire sur le Liban. Il a d'ores et déjà prévu de faire une réponse massive contre l'Iran. Bon, Israël, je veux dire, est gouverné par des fanatiques qui ont décidé de tirer à vue partout. Et comme c'est la présidentielle américaine, pour l'instant, les États-Unis ne disent rien, mais il n'est pas du tout dit que demain, que ce soit Trump ou Kamala Harris, euh, le nouveau président réfrénera les velléités hostiles, agressives de Netanyahou. Donc, il est certain que là, le monde subit des déstabilisations extrêmement importantes, dont on peut lire que c'est, je veux dire, la conséquence d'un rapport de force qui est en train de changer au niveau international et de l'Occident qui est en train de perdre son hégémonie mondiale. Euh, et je dirais que il faudrait essayer d'œuvrer à la paix
à accepter que nous ne sommes peut-être plus, nous, l'Occident, bah, les maîtres du monde, hein, et que bah, peut-être que oui, on va vers un monde multipolaire et plus équilibré, et bah, ce serait bien de l'accepter et d'essayer de pacifier les choses. Parce que le risque, c'est que surtout si les conflits dégénèrent très fortement et qu'on rentre vraiment sur des conflits à haute intensité, etc., je veux dire, il y aura des répercussions économiques monstrueuses, considérables. Et en fait, il y en a déjà eu là avec la guerre Russie-Ukraine, mais ça pourrait encore s'amplifier si la guerre va encore plus loin. Et donc, je veux dire, l'état de l'économie française est assez préoccupant pour ne pas ajouter de nouveaux chocs extérieurs qui viendraient là complètement balayer ce qui nous reste, je dirais, d'institutions et d'infrastructures économiques solides dans le pays. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, je conclurai là-dessus, c'est que le rapport qu'on entretient euh, parmi les élites françaises, mais encore plus sur les médias français, dans le, entre guillemets, non, je ne vais pas dire le conflit israélo-palestinien, je veux dire dans les massacres que commet Israël euh, à Gaza, c'est proprement hallucinant. Je veux dire, je suis moi absolument sidéré de ce que j'entends depuis des mois et des mois, où il y a un traitement qui est absolument pro-israélien dans les médias, qui n'est pas du tout équilibré. On a encore eu la preuve là avec dire une attaque par drone du Hezbollah, d'une base militaire israélienne, où il y a eu un sujet extrêmement fourni au journal télévisé de France 2, hein, aux 20 heures, alors que dans le même temps, il y a eu un bombardement d'un hôpital et de gens qui étaient dans des tentes par Israël, et où on a eu des images où on voyait des gens brûlés vifs, et ça a fait l'objet de quelques secondes de traitement, voilà, à peine un mot, et puis on passe à autre chose. Bon. Et je veux dire, ce décalage-là, pour moi, il est vraiment symptomatique d'une décadence, euh, et je dirais d'une corruption morale aussi, éthique, des élites françaises, en tout cas d'une grande une partie d'entre eux, parce que c'est absolument symptomatique que ces gens-là ne sont pas du côté de la vérité, de la justice, de la paix, de l'humanisme. Je veux dire, euh, quiconque a un minimum ces valeurs attachées au cœur et à la raison, ne peut pas décemment soutenir la politique absolument criminelle du gouvernement Netanyahou. Hein. Faut quand même se rendre compte que maintenant, je veux dire, l'ONU est antisémite, la Cour pénale internationale est antisémite. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, les institutions internationales qui sont bah, le seul recours, je veux dire, et qui sont en principe sont garants d'une certaine impartialité, dire, bah, ont condamné évidemment, en tout cas ont pris des positions fermes contre les actions du gouvernement israélien. La Cour pénale internationale, effectivement, enfin son procureur a émis des mandats, en tout cas des demandes de mandats qui doivent encore être examinées par la Cour pénale internationale. Du coup, ces instances sont qualifiées d'antisémites. En fait, je crois que ça, c'est aussi un autre signal de la décadence du temps et du fait que vraiment on a une classe dirigeante qui est complètement à côté de la plaque. C'est que maintenant, on disqualifie, je veux dire, les instances qui étaient là pour assurer la paix et, entre guillemets, une forme de vérité sur le plan international, quoi. Donc, tout ça est, à mon avis, très préoccupant et on se sent assez impuissant. Je veux dire que là-dessus, moi, je me sens assez impuissant parce que intéresser les gens à ces questions-là, je veux dire, les gens sont indignés évidemment ou horrifiés même quand ils voient les vidéos, les photos de ce qui se passe à Gaza. Mais bon, quel moyen à une échelle citoyenne on a d'agir, de peser sur notre gouvernement? Bah, on n'en a pas vraiment. Sachant que, je veux dire, la mesure qui devrait être prise là, c'est un embargo total de tout, en fait, sur Israël. Voilà, tout simplement. En fait, ce qu'on attendrait, c'est une coordination au niveau européen pour organiser les conditions d'un embargo immédiat sur Israël. Et je veux dire, en quelques jours, bah, je veux dire, Israël arrêterait de faire la guerre. Parce qu'il n'aurait tous, je veux dire, son économie s'effondrerait ou menacerait de s'effondrer, et donc il n'aurait pas le choix que d'arrêter. Voilà, je veux dire, nos gouvernements auraient les moyens d'arrêter ce que fait Israël, ils ne le font pas. Et à notre échelle, malheureusement, on peut que se contenter de le dire, de le dénoncer, mais on n'a pas
beaucoup d'autres moyens d'agir. Et j'avoue que ça me désole parce que ça va laisser, et je conclue juste là-dessus, ça va laisser quand même une marque assez indélébile, à mon avis, je veux dire qui disqualifie assez durablement l'Occident aux yeux d'un certain nombre de pays sur le plan international. Genre la dernière fois, effectivement, que les Français avaient été fiers d'être Français, c'est en 2003, hein, quand Dominique de Villepin, qui était le porte-voix de la position de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, s'était opposé à l'intervention en Irak. Ça nous avait conféré un crédit absolument immense dans le monde. Certes, nous avions été sanctionnés et très mal vus par les Américains, mais dans le reste du monde, en revanche, je veux dire, notre honneur avait été loué. Et on pouvait être crédible à essayer de défendre des valeurs humanistes. Bon, bah là, franchement, avec l'attitude qu'on a et le fait de suivre comme ça les Américains comme des toutous depuis des années et des années dans des actes aussi atroces, en validant des actes aussi atroces, je veux dire, notre réputation, elle est très, très sérieusement mise à mal et malheureusement, ça risque d'être durable. Effectivement, merci beaucoup François. Là-dessus aussi, hein, il y a une autre partie du composante et du problème sur la guerre, on ne l'a pas forcément évoqué tout de suite, mais c'est aussi notre appartenance à l'Union européenne aussi, on le voit bien notamment dans le soutien de l'Union européenne, notamment aujourd'hui à Israël dans cette guerre menée, que ce soit à Gaza ou au Liban, et dans sa vassalisation totale à l'OTAN. Et au final, il va y avoir en 2025, en mai, un anniversaire. Ça va être le 29 mai 2025, l'anniversaire des 20 ans du non français au référendum instituant une constitution pour l'Europe, le référendum constitutionnel, hein, on s'en souvient, ça fera donc ces 20 ans à ce moment-là. Et bah, à cette occasion, dans cette période dans laquelle on rentre aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce qu'il n'est pas enfin temps, je voudrais commencer à poser cette question à François, est-ce qu'il n'est pas temps de faire tout simplement le bilan de la construction européenne, aujourd'hui le bilan de l'euro d'un côté, de l'Union européenne aussi en tant qu'institution de l'autre, et pourquoi pas de sonder les citoyens sur notre appartenance à l'Union européenne. Qu'est-ce que tu en penses, François, de ça? J'aimerais bien qu'on puisse faire le bilan et qu'on puisse avoir des débats sur l'Union européenne. Malheureusement, je crois que pour toutes les personnes qui sont un peu investies politiquement, il leur aura pas échappé que ces débats-là, on n'a pas le droit de les avoir dans le débat dans la sphère publique, sur les médias officiels. Euh, le traité de 2005, il a été un tournant parce que 3 ans plus tard, quand via le traité de Lisbonne, on l'a fait passer, le traité européen, alors que, bah, on sait donc qu'au référendum, les Français avaient voté non à 55%. Bon, là, vraiment, on a envoyé le message aux gens que de toute façon, bon, vous votez ce que vous voulez. De toute façon, c'est nous les élites qui décidons. Et nous, on a décidé que l'Europe, elle allait exister, qu'elle allait se faire comme ça. Bon. Alors après, le problème, c'est que il y a évidemment le constat de ce qu'a produit l'Union européenne. C'est-à-dire, globalement, un échec quand même assez monumental. L'euro est un échec. Les économistes sérieux l'avaient prédit, c'est arrivé. Euh, Évidemment, l'instauration du marché unique européen, avec en particulier l'intégration des pays d'Europe de l'Est au début des années 2000, bah, a massacré ce qui restait d'industrie en France, puisque évidemment on a mis en concurrence, mais ça, je veux dire, ces gens-là le savaient, hein, qu'en mettant, en intégrant des pays qui avaient des systèmes de protection sociale et de toute façon des niveaux de salaire 5 à 10 fois inférieurs aux nôtres. Évidemment, les usines allaient délocaliser, hein. Les grandes entreprises n'étaient pas folles. Si vous leur donnez les moyens de multiplier leurs marges par 3, 4, 5, 10, bon, évidemment, elles vont délocaliser. C'est ce qui s'est produit. Euh, alors, tout ça bah, a fait que la France, en tout cas, et un certain nombre d'autres pays européens, je pense aux pays du Sud, eh bien, sont dans des conditions économiques extrêmement compliquées parce que leur tissu industriel a été assez largement touché. Et puis, je veux dire, l'Union européenne, l'idée, c'est ensemble, on est plus fort. D'accord, ils sont où nos géants?
Où sont les géants qui étaient censés concurrencer les géants américains et chinois? Ils sont nos Google à nous, nos Apple, voilà. C'est où en fait? On n'en a pas en fait. Je veux dire, il y a aucun, on n'a rien construit ensemble entre Européens de géants qui peuvent effectivement, dans la concurrence mondiale, bah, faire face aux États-Unis et aux Chinois. Il n'y a rien de tout ça. Donc le projet européen, c'est un échec. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Le premier, c'est que globalement, j'ai quand même fait le constat que les gens comprennent pas grand-chose à l'Union européenne et ne comprennent pas que l'Union européenne est l'institution, au-delà de la volonté de nos dirigeants, c'est de toute façon aussi le cadre qui nous contraint à mener une certaine politique économique. C'est parce qu'il y a l'euro que nos dirigeants, alors ils pensent, ils ont cette volonté de façon d'appliquer en gros une politique de l'offre et une politique d'austérité. Mais de toute façon, demain, la gauche NFP serait au pouvoir, elle se retrouverait en grande difficulté vis-à-vis du cadre européen, qui lui enjoindrait de mener toujours la même politique que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, malheureusement, les gens ne le comprennent pas. Quand vous interrogez les gens sur l'euro, bah, les gens ils disent, je crois qu'il y a eu des sondages, hein, il y a un soutien à l'euro à hauteur d'au moins 70-75%. En fait, les gens, comme ils comprennent pas le fonctionnement de la monnaie, qui savent pas qu'en fait la monnaie c'est pas seulement l'argent qu'on a dans le portefeuille, la monnaie c'est une institution sociale, ça fait partie en gros des prérogatives de l'État. C'est absolument indispensable pour mener une politique économique et ça a des effets très concrets dans l'organisation des rapports de force économiques, dans la vie des gens, etc. Bon, comme ils ne comprennent pas ça, eux, ce qu'ils voient, c'est oh, bah, c'est quand même sympa, quand je me déplace en Europe, j'ai pas besoin de faire le change. Voilà. Sauf que c'est un détail, je veux dire, mais ridicule comparé, je veux dire, un avantage ridicule, on va dire, comparé à tous les éléments qui nous pénalisent avec l'euro, à cause de l'euro. Euh, mais ce qu'il faut dire, il y a un autre problème, au-delà du fait que les gens, globalement, ils trouvent que l'euro c'est très bien, pour de mauvaises raisons, mais ils trouvent quand même que c'est très bien. Bah, c'est que demain on sort de l'euro. Si la France sort de l'euro, c'est quand même très très compliqué. Parce que certes, l'euro a comment dire, pénalisé la compétitivité de nos entreprises parce que l'euro est trop fort par rapport à l'économie française, et donc ça pénalise nos exportations. Mais le problème, c'est que un euro fort, ça nous permet quand même d'importer plus facilement. Du coup, les importations sont plus faciles. Donc, sortir de l'euro, c'est quand même dans un premier temps se prendre une inflation euh, extrêmement importante pendant plusieurs années. Donc, c'est quand même douloureux. En fait, on est dans une situation aujourd'hui qui est tellement avancée, et ça par la faute de la classe dirigeante française, qu'on est malade, qu'on a une maladie mortelle, et que le choix qu'on a face à nous, c'est soit on continue de mourir à petit feu dans l'Union européenne, soit on pratique l'opération qui nous sauverait. Mais sauf qu'après une opération, on a quand même une période de convalescence où on va quand même pas bien, hein, où c'est quand même compliqué. Bon. Et donc, c'est un peu ça le problème. C'est soit on continue la descente à petit feu, soit on fait l'opération qui va provoquer une chute brutale du niveau de vie avec une inflation et donc qui sera quand même compliqué. Il faudra une population résiliente. Et ensuite, on va pouvoir remonter la pente. Mais est-ce que les gens sont prêts à ça? Bah, je pense qu'on en est à des années-lumière, parce qu'on a une confiance qui est complètement rompue avec toute la classe dirigeante, que les gens ne comprennent pas le lien entre leur vie et l'Union européenne. Et donc, c'est ça toute la difficulté. C'est que pour pouvoir en fait sortir de l'Union européenne, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Je suis en train de dire simplement que pour pouvoir le faire vraiment, il faudrait que les gens soient conscients des problèmes que pose l'Union européenne et soient d'accord pour dire, OK, on a compris, si on continue comme ça, on va mourir à petit feu. Donc oui, d'accord, pratiquons l'opération, faisons l'opération chirurgicale. On a compris que ça allait être dur dans un premier temps, mais si après c'est pour se relancer et investir à long terme et puis pouvoir reconstituer une industrie et que ça puisse bénéficier ensuite à nos enfants, à nos petits-enfants, là je pense que ce serait possible. Mais je veux dire, faut être lucide. À mon avis, on en est à des années-lumière. Et on en est à des années-lumière en particulier parce que bah, c'était le début de ma réponse à la question. On a des médias qui interdisent absolument tout débat sur le sujet de l'Union européenne.
Or, c'est un débat qui est absolument fondamental, essentiel, et qui est complexe en plus. En plus, c'est compliqué de comprendre le fonctionnement de la monnaie, de comprendre la différence entre le libre-échange et le protectionnisme sur le plan économique. C'est des questions compliquées. Bon. Et du coup, tant qu'on ne pourra pas en débattre, malheureusement, les gens ne pourront pas être en soutien de politique de rupture sur le plan vis-à-vis de l'Union européenne. Et je crois que c'est l'une des grandes difficultés qui nous est posée à nous tous qui voulons instaurer une politique économique qui à la fois permettra à la France à nouveau d'être prospère et qui à la fois permettra de répartir la richesse de manière beaucoup plus équitable au sein du pays, puisque en fait l'Union européenne est donc un maillon qui travaille activement, un, à la destruction du tissu économique du pays, deux, aux politiques de l'offre et d'austérité, donc à des politiques très inégalitaires qui permettent donc aux plus riches de s'enrichir toujours plus et à tous les autres de devoir faire des sacrifices. Voilà. Merci beaucoup, François. Maintenant, je me tourne vers Fadi pour cette question. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la construction européenne et de notre appartenance donc à la zone euro et à l'Union européenne? D'abord, dire que François a évoqué tout à l'heure 2003 comme le dernier grand moment de fierté pour la France. Moi, je dirais qu'il y a aussi eu le 29 mai 2005, qui a été un dernier grand moment de fierté, de puissance démocratique. Et évidemment, et François l'a rappelé, c'est pour ça que ça a été violé 3 ans après, parce que c'était inacceptable. Inacceptable que le peuple souverain se révolte de cette façon. Et puis après, bon, finalement, la grande révolte suivante, ça a été celle des Gilets jaunes. Bon, il y a un lien d'ailleurs. Alors c'est vrai que pour nous, les 20 ans au PRCF, du nom, c'est une date particulière. Particulière parce que j'entends ce qu'a dit François sur effectivement la difficulté pour pas mal de monde de faire le lien. Pas mal de monde y compris dans beaucoup de forces politiques, même à gauche, hein, qui n'arrivent pas à voir le rapport entre tout ça. Néanmoins, je serais peut-être un petit peu plus optimiste sur certains points. Pourquoi? D'abord parce que, on l'a dit, la nomination de Barnier, c'est justement l'homme de la Constitution européenne de 2005. Et il faut bien se dire qu'il y a de grandes chances, alors si son gouvernement tient, etc., et même s'il ne tient pas, il y a quand même de grandes chances que ces 20 ans du non ne passent pas inaperçus, y compris chez Macron. Alors après, c'est clair qu'il y aura toute une opération de propagande qui consistera à faire silence sur cet événement. Ça, c'est quasi inévitable. C'est là où nous jouerons notre... Et pas tout seul, le PRCF n'est pas là pour le faire tout seul. Au demeurant, j'imagine que François le fera à son niveau, à notre échelle, d'information, de rappel historique et de lien avec l'actualité sur ce non, et de dire que c'est une clé centrale pour sortir de la panade dans laquelle nous nous trouvons. Parce que dans le fond, derrière se pose la question de l'indépendance nationale. Et ça rejoint d'ailleurs les questions précédentes. Quand on est dans l'OTAN, on n'est pas indépendant. Donc on est entraîné vers la guerre. Au demeurant, et là je serais peut-être un tout petit peu plus pessimiste ou moins optimiste que François sur la capacité de lucidité, on va dire, des dirigeants qui ont la bombe atomique. Ils sont tellement fanatiques que malheureusement, la crainte d'un exterminisme, hein, comme nous le disons Percel depuis 40 ans, c'est-à-dire on préfère encore sauter Liberto Talsrot, c'est ce que disaient les dirigeants ouest-allemands en 1984, plutôt mort que rouge. Ma foi, tout est possible. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais enfin, voilà. Mais pour en revenir sur la question européenne, je pense quand même qu'il peut y avoir un écho intéressant. Alors là, dans l'immédiat, c'est sûr que non, parce que François l'a rappelé, il y a un certain nombre d'obstacles. Mais dès qu'il y a eu la nomination de Barnier, moi j'ai constaté qu'il y avait quand même des types du style Julien Drey qui expliquaient que c'était la Commission européenne qui prenait le pouvoir maintenant. Nous, au PRCF, nous avons pu voir dans les manifestations, les cortèges syndicaux et tout, l'accueil de plus en plus positif que nous recevions de la part de nombre de manifestants, de travailleurs, en particulier quand on expliquait des choses très simples comme, vous savez que la Commission européenne a demandé à réduire les dépenses de santé à 63 reprises entre 2001 et 2018. Vous savez que la Commission européenne exige la privatisation du rail. Vous savez que la Commission européenne, ninani, nana. À la limite, d'ailleurs, c'est mieux d'aborder comme ça, sur la Commission européenne. Voilà. Et à tout prendre, la question qu'on pourrait poser, c'est pas tant s'il faut sortir de l'euro et de l'UE que s'il faut y rester. Ce qui déjà change un petit peu la perspective, parce que d'abord, on se donne la possibilité d'entendre le non plus facilement.
Quand on dit faut-il rester et qu'on répond non, on peut envisager, donc ça veut peut-être dire qu'il faut sortir. Et c'est vrai que derrière, ça on va pas nier les difficultés, il y aura un certain nombre de difficultés importantes que François a évoquées, ce qui voudrait dire que derrière, en réalité, il y aurait des mesures de salut public à prendre, littéralement des mesures de salut public, et qui concernent en particulier la circulation des capitaux qui est totale, comme on le souhaite, au sein de cette économie dite libre et non faussée, alors qu'en fait elle est non libre et faussée. Bon, ça c'est un truc très basique de la réalité de la construction européenne. Donc pour nous, de fait que ce qui est en train d'arriver, paradoxalement, c'est que tout se cristallise. Alors c'est pas tout se cristallise, mais dans le fond, les 20 ans tombent à un moment très intéressant, très structurant sur le plan politique et social. Pourquoi? Parce que, euh, encore une fois, il va y avoir, François a raison de ce point de vue, une tentative de silence absolu, de censure totale sur cette dernière grande victoire de la souveraineté populaire. Et nous allons clairement être en campagne. En fait, on l'est déjà depuis 20 ans, depuis que le PRCF existe. Là, nous allons l'amplifier pour la période qui vient et nous organiserons un grand événement en vue du 29 mai 2025. Alors, ce sera certainement un samedi, parce que le 29 mai 2025, c'est un jeudi cette année. Mais parce que c'est une clé de voûte fondamentale. C'est une clé de voûte fondamentale dans la mesure où on arrive à une situation telle où on ne contrôle absolument plus rien, jusqu'à nos structures productives, en voie de privatisation absolue, ce qui nécessitera, par parenthèse, de revenir à un mot qui est un gros mot chez beaucoup d'économistes, à savoir la nationalisation, et j'ajouterais sous le contrôle démocratique des travailleurs, parce que c'est vers ça qu'il faudra aller progressivement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la construction européenne a toujours été conçue, toujours. Et pas que depuis 1945, on dit souvent après la Seconde Guerre mondiale, pas du tout. Quand on regarde dans l'histoire, ça remonte à au moins les années 1920. Je pourrais le démontrer rubis sur ongle, mais là, on n'a pas le temps. Simplement pour dire que l'objectif, c'est ce que dénonçait déjà Jean Jaurès en 1898, c'est de créer un césarisme monstrueux, un saint-empire capitaliste qui écraserait à la fois les revendications prolétariennes, donc progrès social, la paix, etc., et les fiertés nationales, autrement dit l'indépendance nationale. Alors oui, tout ça c'est très beau, et j'entends ce que dit François, parce qu'en effet, c'est pas facile de faire le lien, c'est pas évident d'entendre, d'autant que l'Europe c'est un peu comme Dieu au Moyen-Âge, voilà, c'est la même chose, c'est un totem et tabou en quelque sorte, et en même temps, il ne faut pas sous-estimer l'épreuve des faits, l'épreuve des faits et la réalité des faits. C'est-à-dire que lorsque les Gilets jaunes ont éclaté, le mouvement a éclaté, et là je parle de beaucoup de Gilets jaunes voilà, qui sont moins connus ou pas du tout médiatisés par rapport à François, enfin il y en avait beaucoup dont le niveau de conscience politique était peut-être très bas. Et justement, ils se sont appropriés les outils, ils ont construit une réflexion politique, alors il y en a qui en avaient déjà, il y en a qui en avaient très peu, et ils ont démontré leur capacité à faire le lien avec les questions, les grandes questions, les questions structurelles. Et d'ailleurs, il y a des gilets jaunes qui ont développé de plus en plus cette idée que l'UE est un vrai problème. Et l'euro, évidemment. Je dis ça pourquoi? Parce que dans des périodes de crise, il y a deux réactions possibles. Il y a la résignation. On veut faire l'autruche, on ne veut pas entendre, on sait, voilà, parce que c'est déprimant, etc. Et puis, il y a aussi, à un moment donné, quand vous êtes face au problème, vous devez vous y confronter si c'est une question de survie, comme le disait François. Et c'est là où, justement, la question de la construction européenne pourrait être abordée. En tout cas, pour nous, PRCF, nous l'avons toujours dit, les quatre sorties, même les cinq, il faudrait rajouter la France-Afrique au passage. La sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme, c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on dit que si on y reste, on y restera pour de bon. En l'occurrence, peut-être que oui, les esprits ne sont pas encore suffisamment clairs sur le sujet, mais pour nous, il y a un terreau. Il y a un terreau et qui renvoie à la question de l'indépendance nationale. Et au passage, j'ajoute une chose, c'est que quand tout à l'heure François disait ce qui est en partie juste aussi quand il dit c'est terrible de l'impuissance face à ce qui se passe à Gaza, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien pour nous, le meilleur service que nous puissions rendre aux Palestiniens, aux Libanais, à beaucoup d'autres peuples, ou aux Français, ou aux travailleurs en France, bien sûr, qu'ils soient d'ailleurs par parenthèse étrangers, immigrés ou français, hein.
eh ben, c'est de reconquérir notre indépendance nationale et de faire que la France ait encore une voix qui porte. C'est pour ça que nous proposons l'alternative rouge et tricolore, celle qui permet l'émancipation des travailleurs. Pourquoi? Parce que dans le fond, une France qui ne serait plus alignée sur l'OTAN, qui ne serait plus alignée sur l'UE, donc sur les États-Unis, etc., sur l'Allemagne, hein, sur l'Allemagne qui contrôle complètement cette Union européenne, c'est une France qui crée un chamboulement mais terrible dans les rapports de force internationaux, en Europe bien sûr et dans le monde entier. Et c'est là où on peut envisager, justement, à partir de là, d'avoir véritablement un contre-ordre qui émerge et en tout cas de voir l'ordre en déclin, comme l'a rappelé aussi tout à l'heure François, de voir cet ordre euro-atlantique en déclin aller vers l'effondrement. Alors après, en plus, ça aura un avantage, c'est que nous, on n'est pas du tout pour engager le pays dans une marche à la guerre nucléaire, pas du tout, au contraire, c'est tout l'inverse. C'est donc la reconquête, si j'ose dire. Alors, le mot est mal choisi étant donné celui qui l'utilise pour son parti maintenant, mais en tout cas le fait de se réapproprier l'indépendance nationale, la souveraineté populaire, c'est vital. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous on appelle au passage à reconstruire un vrai parti communiste, parce qu'il fut une époque où le parti communiste associait déjà le drapeau rouge et tricolore, hein, les drapeaux rouges et tricolores comme depuis les années 30 avec Maurice Thorez. Il fut une époque où le Parti communiste était capable d'applaudir le général de Gaulle quand celui-ci reconnaissait la Chine populaire il y a 60 ans, se rendait à Moscou et voyait bien que le problème majeur s'appelait les États-Unis. Eh bien, pourquoi cette époque était possible? Parce qu'il y avait un grand parti communiste qui était franchement communiste et qui était en mesure de s'adresser aux travailleurs sur un discours clair d'indépendance nationale et de souveraineté populaire. Ça rejoint les autres problématiques qu'on a abordées. Et forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut vraiment l'indépendance nationale et la souveraineté populaire, ça passe par la confrontation inévitable, parce que de fait, elle est là, avec l'euro et avec l'UE. Oui, ce sera difficile, c'est vrai, on ne va pas mentir, on ne va pas dire que ça va être facile, au bout de 2 jours, on va passer à 2000 € de SMIC ou ce genre de choses, certainement pas. Il y aura des mesures de salut public, j'insiste sur cette expression, de salut public à prendre. Un peu comme cela a déjà été fait en Russie en 1917 ou en France en 1793, des mesures de salut public, littéralement, et notamment sur la question financière sur laquelle a beaucoup insisté, à raison François, mais ce n'est pas impossible dans le fond. Et en tout cas, pour nous, il est fondamental de faire de ces 20 ans du non au référendum un moment de combat politique, de confrontation politique, idéologique, bien sûr, avec l'oligarchie euro-atlantique, parce que quoi qu'il arrive, la césure va se faire et se fait déjà en réalité sur ce terrain-là. Soit on y reste, et pour de bon, soit on en sort, et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Merci beaucoup, Fadi. Eh bien, voilà, on arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup donc à vous deux pour votre participation. Je rappelle le dernier livre de François paru aux éditions Les Liens qui libèrent et qui s'intitule Reprendre le pouvoir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube du PRCF. Vous pouvez nous suivre sur différents réseaux sociaux. Également consulter notre site initiativecommuniste.fr. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci beaucoup François et merci beaucoup Fadi. À Merci à vous. bientôt, merci François, à très bientôt. À bientôt. À bientôt.